Philadelphie en Pennsylvanie, le jeudi 27 juin 1996. Au chic restaurant Panorama, Thomas Capano, un avocat réputé du Delaware, dînait en compagnie de sa maîtresse Anne-Marie Fahey, la secrétaire du gouverneur de l'État. Malgré l'atmosphère romantique et le bon vin, Anne-Marie semblait triste. Elle annonça à Capano qu'elle désirait mettre un terme à leur relation. Sa décision rendit l'avocat furieux. À la sortie du restaurant, il ramena Anne-Marie chez lui à Wilmington, à la maison qu'il avait louée depuis sa séparation. Il insista pour que la jeune femme entre afin de continuer la conversation. Il refusait que leur relation se termine là. Deux jours plus tard, quand Kathleen, la sœur d'Anne-Marie, constata qu'elle ne venait pas à un dîner d'anniversaire où on l'attendait, elle appela les policiers et vint les rencontrer à l'appartement d'Anne-Marie. Elle leur expliqua qu'elle était sans nouvelles de sa sœur depuis le jeudi précédent. Les policiers trouvèrent des sacs de provisions d'épicerie sur le comptoir de sa cuisine. Kathleen appela Michael Scanlon, un banquier prospère et ami intime d'Anne-Marie, pour lui demander s'il avait eu de ses nouvelles. C'était lui qui devait aller la chercher pour l'accompagner au dîner, mais Anne-Marie ne lui avait retourné aucun de ses appels. Le désordre qui régnait dans l'appartement de la jeune femme ne lui ressemblait en rien selon sa sœur. Ses chaussures traînaient par terre dans la chambre à coucher à côté de son sac à main. Un ensemble de tailleurs-pantalons très luxueux n'avait même pas été sorti de son emballage cadeau. Le détective fouilla dans le sac à main. Il y trouva le porte-monnaie et les pièces d'identité d'Anne-Marie. Il n'y avait toutefois aucune trace de ses clés. Le détective Robert Donovan de la police de Wilmington fut dépêché sur les lieux. Il avait l'intuition qu'Anne-Marie n'avait pas quitté l'appartement de son plein gré. En me fiant à ce qu'on m'avait dit, ce n'était pas le genre de femme à disparaître sans raison, ni à faire des escapades sans le dire à ses proches. De plus, aucune femme ne partirait sans son sac à main, son porte-monnaie et ses pièces d'identité. Dans la chambre, Kathleen trouva une pile de lettres provenant d'un certain Thomas Capano. C'étaient des lettres d'amour. Kathleen et Scanlon étaient perplexes. Anne-Marie ne leur avait jamais parlé de lui. Même si la sœur de la jeune femme n'avait jamais entendu parler de Capano, ce n'était pas le cas du détective Donovan, qui le connaissait de réputation. Thomas Capano était un homme influent au Delaware. Thomas Capano avait d'excellentes relations. À un certain moment, il avait été le numéro 2 de la ville de Wilmington. Il était le principal conseiller juridique du gouverneur de l'État. Il entretenait aussi des liens étroits avec de nombreux représentants du Delaware, des sénateurs, de même que d'anciens chefs de la police de Wilmington. Il avait beaucoup d'influence. Le détective trouva le journal intime d'Anne-Marie dans sa chambre. Il l'ouvrit à la dernière page. Les dernières lignes témoignaient de son soulagement à la perspective d'interrompre sa liaison avec Capano. Elle y avait écrit « J'ai enfin trouvé la façon de mettre un terme à cette relation avec ce maniaque contrôlant et anxieux. » Doesn't look like a happy relationship, though. No, not at all. Les policiers rendirent visite à Thomas Capano à 3h39 du matin. Cet homme de 47 ans, père de 4 filles et séparé de sa femme, vivait dans une maison louée à seulement quelques minutes de l'appartement d'Anne-Marie. Capano ne nia pas sa liaison avec Anne-Marie, mais il déclara qu'ils ne se fréquentaient plus depuis un certain temps. Selon lui, ils étaient restés en bons termes. Il dit au détective qu'ils avaient dîné en amis le jeudi précédent à Philadelphie. Après la soirée, il l'avait invité chez lui brièvement pour lui offrir un cadeau. Il lui avait aussi donné des provisions, puis l'avait raccompagnée chez elle. Il déclara aux policiers qu'il n'avait pas revu Anne-Marie depuis, mais que sa disparition n'avait rien d'inquiétant.
Selon lui, comme Anne-Marie ne travaillait pas le vendredi, elle était sans doute partie pour le week-end. Il la décrivit comme étant changeante et même parfois suicidaire. Il suggéra à la police d'attendre au lundi matin alors qu'elle se présenterait sans doute à son bureau. Comme il nous avait dit qu'elle était venue chez lui, nous lui avons demandé s'il nous autorisait à inspecter sa maison. Il a déclaré que ça lui posait un problème parce que ses enfants étaient présents pour le week-end et qu'ils dormaient. Le lundi suivant, Anne-Marie ne se présenta pas à son travail. Les enquêteurs retournèrent à l'immeuble où elle demeurait pour interroger sa voisine du dessous. Cette dernière avait été absente pendant le week-end, mais elle se rappelait avoir entendu des pas dans l'appartement d'Anne-Marie vers 21h45 le jeudi soir. C'étaient des pas plus lourds que d'habitude, un peu comme des pas d'homme. Elle n'avait plus rien entendu par la suite. Les enquêteurs de la police métropolitaine, aidés de ceux de la police d'État, vérifièrent le compte bancaire d'Anne-Marie et ses cartes de crédit. Aucune transaction n'avait été effectuée depuis le 28 juin. Aucune des connaissances de la jeune femme n'avait eu de ses nouvelles depuis ce jour. Apparemment, Thomas Capano était la dernière personne à avoir vu Anne-Marie Fahey. Les enquêteurs traversèrent du Delaware en Pennsylvanie pour corroborer la version des faits de Capano. Ils interrogèrent la serveuse du restaurant Panorama qui avait servi le couple vers 19h dans la soirée du 27 juin. Elle se rappelait cette soirée et reconnut Thomas Capano et Anne-Marie Fahey à partir de photos. La serveuse avait remarqué que le couple semblait tendu. Anne-Marie parlait peu et n'avait guère touché à son assiette. Quand elle remit l'addition à Capano, ce dernier la passa à Anne-Marie. La jeune femme signa alors le nom de Capano sur la note. La serveuse n'avait rien entendu de leur conversation parce qu'ils cessaient de parler dès qu'elle s'approchait de leur table. Les enquêteurs interrogèrent par la suite quelques amis proches d'Anne-Marie. La liaison clandestine de la jeune femme avait débuté en 1993, soit 3 ans plus tôt. Elle avait rencontré Thomas Capano dans le bureau du gouverneur. Même si elle occupait un poste influent, Anne-Marie avait été impressionnée par cet avocat réputé. Elle fut flattée d'avoir attiré son attention. Les enquêteurs apprirent que Capano ne cessait de combler Anne-Marie de cadeaux luxueux, mais qu'il ne l'emmenait que dans des endroits discrets pour éviter d'être vu avec elle. Elle était attirée par cet homme d'âge mûr au charme indéniable, mais comme elle craignait que sa famille ne désapprouve cette liaison, elle n'en avait jamais parlé. Au long des mois qui suivirent, Anne-Marie confia à ses amis que, sous des dehors charmeurs, Capano était un homme manipulateur et agressif. Pour lui, l'amour rimait avec contrôle de l'autre. Son comportement avait causé un tort irréparable à leur relation. Au printemps 1996, il lui annonça qu'il s'était séparé de sa femme et qu'il pourrait désormais cesser de se fréquenter dans la clandestinité. Anne-Marie voulait quitter Capano, mais lui refusait de la laisser partir. Puis, peu avant sa disparition, Anne-Marie commença à fréquenter Michael Scanlon. Elle le décrivait comme étant quelqu'un d'affectueux et de stable. C'était la relation amoureuse qu'elle souhaitait depuis longtemps. Il y avait même une perspective prometteuse de demande en mariage. Pendant ce temps, Thomas Capano continuait à la poursuivre de ses assiduités. Anne-Marie avait confié à ses amis qu'il l'épiait. Elle avait peur de lui et voulait qu'il la laisse en paix. Thomas Capano ne s'était jamais fait dire non auparavant. Il croyait pouvoir tout contrôler dans sa vie et dans celle des autres. Mais pour une fois, quelqu'un s'est dressé devant lui et lui a dit non. Anne-Marie en avait assez. Il ne l'a pas supporté. La famille Fahey offrit une récompense de $10 000 à quiconque leur donnerait des informations sur la disparition d'Anne-Marie.
Pendant le congé de la fête nationale, des centaines de citoyens participèrent aux recherches organisées par la police dans le parc où Anne-Marie faisait du jogging. Le gouverneur lui-même y participa. On ne trouva aucune trace de la secrétaire. Le dossier fut transmis au FBI, puisqu'Anne-Marie, une résidente du Delaware, avait été vue pour la dernière fois en Pennsylvanie. L'agent spécial Eric Alpert du bureau de Wilmington offrit son aide. J'ai appelé Robert Donovan pour lui offrir mes services. Il a accepté. Nous avons commencé par obtenir les relevés des appels téléphoniques et des transactions de cartes de crédit. Avec l'autorisation du procureur, Alpert obtint les relevés des cartes de crédit et des appels téléphoniques de Thomas Capano et d'Anne-Marie Fahey. L'assistant du procureur Colum Connolly remarqua que Capano avait fait un achat de 308 $ à un entrepôt de papier peint seulement 2 jours après la disparition de Fahey. J'ai trouvé cela étrange parce que Capano vivait dans une maison louée. J'ai appelé l'entrepôt de papier peint et la personne qui a répondu a dit « Tapis Airbase, bonjour ». J'ai regardé Robert Donovan et nous avons immédiatement pensé la même chose. Il devait avoir enroulé le corps dans un tapis. Les enquêteurs croyaient que Thomas Capano avait tué Anne-Marie. Mais il fallait plus qu'un simple pressentiment pour convaincre un juge de leur donner un mandat de perquisition. En juillet 1996, les agents du FBI et les policiers de l'État du Delaware enquêtaient sur Thomas Capano, soupçonné d'avoir tué son ex-maîtresse Anne-Marie Fahey. 2 jours après sa disparition, Capano avait acheté un nouveau tapis. Pour l'assistant du procureur Colum Connolly, on pouvait présumer qu'il s'était servi du vieux tapis pour sortir le corps de la jeune femme de la maison. Rendu à ce point, nous avions un doute raisonnable sur le rôle qu'avait joué Thomas Capano dans la disparition d'Anne-Marie Fahey. Mais nous doutions grandement de pouvoir trouver quelques preuves dans sa maison. Les enquêteurs apprirent alors que la femme de ménage de Capano était allée faire l'entretien de sa maison 4 jours avant la disparition d'Anne-Marie. Capano lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'elle la semaine suivante, puisque ses enfants ne devaient pas venir. À l'évidence, Capano avait menti aux policiers. L'avocat leur avait dit que ses enfants dormaient dans leur chambre et qu'il ne voulait pas les réveiller. 3 semaines plus tard, la femme de ménage revint à la maison et s'aperçut qu'il y avait eu quelques changements. La causeuse et le tapis du salon avaient disparu. À leur place se trouvaient 2 fauteuils et un tapis tout neuf. Cette simple observation fournissait à l'assistant du procureur tous les arguments nécessaires pour obtenir un mandat de perquisition. Thomas Capano avait remplacé la causeuse et le tapis. Il avait affirmé aussi avoir invité Anne-Marie chez lui au cours de la soirée du 27 juin. En tenant compte de ces 2 faits et aussi des difficultés de leur relation de couple, nous disposions d'assez d'éléments pour avoir un doute bien fondé à son sujet et obtenir le mandat de fouiller sa maison. Connolly et l'agent du FBI Eric Alpert montèrent un document de 37 pages à toute épreuve. Le 31 juillet, ils obtinrent finalement l'autorisation de fouiller la résidence de Thomas Capano. Si le détective Robert Donovan ignorait ce qu'il trouverait, il savait au moins où chercher. Nous avons fouillé toute la maison, mais nous avons porté une attention particulière à la grande pièce du rez-de-chaussée parce que nous croyions qu'Anne-Marie Fahey y avait été tuée. L'équipe trouva les 2 fauteuils et le tapis neuf que leur avait décrit la femme de ménage. Ils les déplacèrent pour voir ce qui se trouvait dessous. Hey, careful with the furniture. Okay, you don't have to destroy the place. Le plancher était propre, mais sur la plainte à proximité, ils trouvèrent un indice prometteur. À peine visible pour un œil peu exercé, se trouvaient 2 taches brunes qui ressemblaient à du sang séché. Les agents les recueillirent en les humectant au préalable d'une solution saline. Ils espéraient que les experts du laboratoire judiciaire du FBI à Washington leur fourniraient des preuves irréfutables à partir de ces échantillons. Pour l'analyste de laboratoire Alan Giusti,
l'examen des indices recueillis présentait des difficultés. Les échantillons eux-mêmes étaient très petits. Les taches étaient minuscules. Nous devions donc être prudents parce qu'il nous fallait utiliser une partie de l'échantillon pour d'abord déterminer qu'il s'agissait bien de sang. Justy commença par faire le test de Castlemeyer. L'échantillon requis n'était pas plus gros que la tête d'une épingle. Il appliqua de la phénylphtaléine, un produit chimique qui vire au rose quand il est mêlé à du sang. Le test fut concluant. Pour l'agent Eric Alpert et le reste de l'équipe, cette découverte était importante. C'était extrêmement significatif parce qu'à ce point de notre enquête, nous n'avions trouvé aucune arme du crime ni aucune autre preuve matérielle. La découverte de ce sang était donc cruciale. Nous devions ensuite chercher à découvrir si ce sang provenait d'Anne-Marie Fahey. Sans l'ADN de la jeune femme ou celui de ses parents, il était impossible de vérifier si le sang provenait d'elle. Des échantillons de ses frères et sœurs auraient été trop disparates pour fournir des preuves concluantes. Malheureusement, les parents d'Anne-Marie étaient morts. Les frères et sœurs d'Anne-Marie fournirent alors une piste aux enquêteurs. En vérifiant dans son agenda, ils avaient constaté qu'elle avait fait un don de sang un mois avant sa disparition. Les agents se rendirent à la banque de sang en vue d'obtenir un échantillon. Malheureusement, il était trop tard. On avait extrait le plasma du sang avant de l'envoyer outre-mer. Les chances de le retrouver étaient très minces. De plus, ce plasma ne contenait plus les globules rouges et blancs riches en ADN. Obtenir le code génétique à partir du seul plasma sanguin était pratiquement impossible. L'enquête progressait à pas de tortue. Pendant ce temps, Thomas Capano continuait à vivre dans le luxe et l'aisance. Cet aîné de 4 frères avait toujours été le favori de ses parents et le fils à qui tout réussissait. Les frères de Thomas comptaient tous sur lui. Le Benjamin, Jerry, avait maintes fois été tiré d'embarras grâce à la compétence juridique de son frère. Joseph dirigeait l'entreprise familiale de construction et Louise, de son côté, gérait les importants placements immobiliers de la famille. Les Capano possédaient une fortune de plusieurs millions de dollars et ils s'étaient bien bardés contre toute intrusion extérieure. Les enquêteurs constatèrent très vite que les membres de la famille de Thomas Capano et leurs amis étaient réticents à coopérer avec la police. Nous avons parlé à quantité de gens dont plusieurs étaient très influents. Ils ne croyaient pas Thomas Capano capable de commettre un meurtre. Ils nous en voulaient de faire enquête sur lui. Ils nous en voulaient aussi de le croire responsable de cet homicide. La situation était frustrante parce qu'il nous était très difficile de trouver quelqu'un qui était disposé à coopérer avec nous. L'équipe chargée de l'enquête croyait qu'un complice avait probablement aidé Capano à se débarrasser du corps d'Anne-Marie. Malheureusement, il se butait toujours à un mur de silence. En l'absence du corps et de l'arme du crime et sans l'ADN de la victime, ni la coopération des relations de Thomas Capano, l'enquête sur cet homicide était mal en point. Le 6 août, l'agent Alpert reçut un appel de Sean Taylor, un gérant de projet de l'entreprise de développement de Louis Capano. Taylor détenait des informations qui pouvaient, croyait-il, intéresser les enquêteurs. Il accepta de rencontrer agents et détectives dans un endroit isolé, car il craignait pour sa vie si les frères Capano venaient à découvrir qu'il avait parlé aux autorités. Il leur raconta le fait étrange qui s'était produit le lendemain de la disparition d'Anne-Marie. Il nous a informé qu'il était gérant de projet de l'un des chantiers de construction de Louis Capano et Associés. Le 1er juillet, soit le lundi après la disparition d'Anne-Marie, on lui a demandé de faire vider les 4 bennes à ordures qui se trouvaient sur le terrain. Il a trouvé cela étrange parce qu'aucune des bennes n'était pleine, d'autant plus que cela entraînait des coûts inutiles. Ces déclarations renforçaient la conviction des enquêteurs qu'un complice avait aidé Thomas Capano à disposer du corps d'Anne-Marie.
Ils obtinrent le mandat d'examiner les factures du ramassage du contenu des bennes. Pendant ce temps, les enquêteurs exerçaient des pressions sur la puissante famille Capano. Peut-être qu'un des frères de Thomas arrêterait-il de le soutenir et accepterait de leur parler de la disparition d'Anne-Marie. Les solides liens familiaux commencèrent bientôt à s'effriter. Mais Thomas avait encore une certaine emprise sur ses frères. Sous serment, Louis nia avoir fait vider les bennes à ordures. Les enquêteurs ne se laissèrent pas intimider et continuèrent de suivre ce qui était jusqu'ici leur meilleure piste. Nous avons retracé le contenu des bennes à ordures en nous rendant à l'entreprise qui les ramassait. Nous avons su exactement à quel moment les bennes avaient été vidées et où leur contenu se trouvait. À la mi-août, une équipe d'experts arriva au site d'enfouissement du Delaware. Les travailleurs leur indiquèrent l'emplacement où les bennes avaient été vidées. L'équipe se mit à la recherche de tout indice qui pouvait provenir de la maison de Thomas Capano. Nous étions à la recherche du tapis et de la causeuse, de même que de l'arme du crime et peut-être aussi du corps d'Anne-Marie Fahey. Les agents du FBI fouillèrent parmi les détritus pendant 4 chaudes journées éreintantes. Sans rien trouver. Ils abandonnèrent les recherches, fatigués et frustrés. Malgré leurs soupçons, les indices étaient trop rares pour passer aux accusations. Pour les agents, les détectives et les procureurs, Thomas Capano semblait avoir commis le meurtre parfait. En août 1996, les agents du FBI et les autorités du Delaware étaient à la recherche de preuves de la culpabilité de Thomas Capano dans le meurtre de son ex-maîtresse, Anne-Marie Fahey. Elle avait disparu depuis déjà 8 semaines. Son ex-amant, un homme riche, était soupçonné de l'avoir tuée, mais cette hypothèse n'était fondée sur aucune preuve solide. Le 6 septembre, les agents reçurent l'appel déterminant qu'ils attendaient. Le plasma sanguin tiré de la prise de sang d'Anne-Marie 1 mois avant sa disparition avait été retrouvé juste avant qu'il n'atteigne sa destination finale en Europe. Pour comparer l'ADN des taches de sang trouvées dans la maison de Capano, les experts devaient d'abord obtenir l'ADN d'Anne-Marie. L'analyste de laboratoire Alan Giusti espérait que l'échantillon de plasma sanguin suffirait, mais rien n'était moins sûr. Le problème qui se présente quand on extrait l'ADN à partir de plasma, c'est que le code génétique se trouve en fait dans les cellules sanguines qui ont été éliminées. Le plasma est donc très pauvre en ADN. À son étonnement, Giusti y trouva des résidus de globules rouges. Cela lui permit d'obtenir une petite quantité de l'ADN d'Anne-Marie. Il le compara ensuite à celui du sang d'origine inconnue. Il provenait de la même personne. Les agents disposaient enfin d'une preuve matérielle qui appuyait leurs soupçons quant à la culpabilité de Thomas Capano. Ils devaient maintenant en trouver d'autres pour consolider leur enquête. En examinant les relevés des appels téléphoniques de Capano faits à partir de son portable, ils constatèrent qu'il avait appelé une certaine Debbie McIntyre de Stone Harbor au New Jersey le 28 juin, soit le lendemain matin de la disparition d'Anne-Marie. Les agents apprirent alors que Debbie McIntyre était une autre maîtresse de Capano. Nous nous sommes rendus compte qu'ils s'appelaient souvent, mais nous n'étions pas certains de la nature de leur relation. Lors d'interrogatoires, nous avons appris que Thomas Capano et Debbie McIntyre avaient une liaison depuis environ 12 ans. Ils fréquentaient donc cette Debbie en même temps qu'Anne-Marie Fahey. Les agents apprirent que le bateau de Jerry Capano, le cadet de la famille, était ancré à Stone Harbor. Le détective Robert Donovan fit enquête. Jerry Capano avait vendu son bateau sur place. Quelqu'un qui vivait dans le secteur en avait fait l'acquisition. Nous sommes parvenus à retracer l'acheteur et à examiner le bateau.
Les experts se mirent à la recherche de traces d'Anne-Marie mais n'en trouvèrent aucune. Le nouveau propriétaire déclara que Jerry lui avait vendu le bateau sans les ancres. On pouvait présumer qu'elle servait désormais à retenir le corps d'Anne-Marie au fond de la mer. L'assistant du procureur Colum Connolly et son équipe concentrèrent leur attention sur Jerry Capano. Au début du mois de novembre 1996, nous avons mis au point une opération secrète dans le but d'obtenir des déclarations incriminantes sur les activités de Jerry, ou toute autre information sur le rôle qu'il aurait joué le 28 juin pour se débarrasser du corps d'Anne-Marie. Si les agents parvenaient à recueillir assez d'indices pour faire inculper Jerry, ils pourraient le contraindre à parler du rôle de son frère dans le meurtre. Pendant 11 mois, des agents secrets le suivirent à la trace. Ils constatèrent que Jerry fréquentait des bars et des boîtes de nuit et qu'il se droguait. Ils apprirent aussi qu'il collectionnait les armes à feu. Pour un utilisateur de drogue reconnu, cela constituait un crime de la compétence du fédéral. Dans la soirée du 9 octobre 1997, soit 15 mois après la disparition d'Anne-Marie Fahy, le FBI, aidé du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, organisa une descente chez Jerry Capano. Il fut pris par surprise. Un de ses amis qui avait des antécédents criminels se trouvait avec lui dans son garage. Si les agents trouvaient à la fois des narcotiques illégaux et des armes chez Jerry, ils auraient assez d'éléments incriminants pour exercer une pression sur lui et obtenir sa coopération. Mais la collection de carabines et de pistolets ne serait considérée illégale que si l'on trouvait de la drogue sur les lieux. L'agent Halpert trouva de la cocaïne et de la marijuana. On disposait maintenant des preuves nécessaires pour accuser Jerry Capano d'avoir enfreint la loi sur les armes à feu. On pouvait également l'accuser d'avoir mis la sécurité de son enfant de 3 ans en danger, mais les agents n'en firent rien. Ils offrirent à Jerry l'immunité en échange de son témoignage contre Thomas. Nous ne croyons pas que Jerry avait joué un rôle dans le meurtre d'Anne-Marie Fahy. Nous pensions seulement qu'il avait aidé son frère à se débarrasser des preuves. Nous savions aussi qu'il était fidèle à son frère et qu'il le percevait presque comme un père. Mais il avait une femme et des enfants et il menait un assez bon train de vie. Il ne voudrait certainement pas perdre ça et se retrouver en prison. C'était la carte que nous cachions dans notre manche. Un avocat à ses côtés, Jerry parla finalement de son implication dans l'affaire. Tout avait commencé plusieurs mois avant la disparition d'Anne-Marie. En février 1996, son frère Thomas était venu le trouver pour lui demander de l'aide. Jerry déclara à l'agent Eric Halpert qu'il ne savait pas alors que son frère mentait. Thomas Capano lui a confié qu'un individu lui extorquait de l'argent et le menaçait de s'en prendre à ses enfants. Il a demandé à Jerry de l'aider à trouver du liquide pour payer le maître chanteur. Il lui a aussi demandé de lui trouver un pistolet, en ajoutant qu'il aurait peut-être besoin de son bateau un jour pour se débarrasser du corps de l'individu. Jerry remit à Thomas la somme de 8 000 $ ainsi que l'arme à feu qu'il lui avait demandé. Thomas lui rendit l'arme à feu le mois suivant en lui disant que la somme d'argent avait suffi à calmer le maître chanteur. Il n'avait plus besoin de son arme à feu. Jerry n'entendit plus parler de son frère ni de cette histoire avant le 29 juin 1996. Tôt le matin, il trouva Thomas garé au bout de son allée. Il avait l'air contrarié. Jerry nous a dit que dès que Thomas lui a demandé la permission d'utiliser son bateau, il a compris qu'il avait tué quelqu'un. Il lui a demandé s'il était passé aux actes, et son frère a répondu par l'affirmative. Jerry ne voulait pas être impliqué dans cette affaire, et il refusait de lui prêter son bateau. Il lui a dit qu'il avait une femme, des enfants et une belle maison. Thomas a alors joué la carte de la manipulation en affirmant qu'il n'avait personne d'autre que lui vers qui se tourner. Il l'a supplié de l'aider.
Jerry a fini par flancher. Il a accepté de rencontrer Thomas, de le conduire à Stone Harbor, de prendre le bateau pour se débarrasser du corps. À l'abri des regards, il a rencontré Thomas dans son garage. Ce dernier lui a demandé de l'aider à monter une glacière très lourde dans sa mini-fourgonnette. Jerry n'a jamais ouvert la glacière, mais il croyait qu'elle contenait le corps du maître chanteur. Il ne restait plus que le tapis. Jerry conseilla à son frère de ne pas apporter le tapis sur le bateau parce qu'il ne coulerait probablement pas. Arrivés à Stone Harbor, ils transportèrent la glacière sur le quai à la vue de tous. Les deux hommes firent le plein d'essence avant de prendre le large. Thomas Capano demanda alors à son frère d'aller à au moins 100 km des côtes, en eau assez profonde pour que le corps disparaisse à jamais. Personne ne devait voir ce que les deux frères s'apprêtaient à faire. Ils jetèrent la glacière dans les eaux, mais Thomas avait mal évalué la situation. Le cercueil de fortune flottait. Thomas ordonna à Jerry de faire couler la glacière en tirant dessus à l'aide de son arme à feu. Rien n'y fit. Le riche avocat repêcha la glacière et décida de faire couler le corps sans elle. Comme son jeune frère ne voulait pas être impliqué, il se rendit à l'avant du bateau pendant que Thomas enroulait la corde de l'ancre autour du cadavre. En revenant à Stone Harbor, Thomas Capano démonta la glacière et on jeta les morceaux dans la mer. Le sale boulot n'était pas encore terminé. Il restait encore d'autres indices à éliminer. Thomas lui a dit « J'ai besoin de ton aide pour me débarrasser de la causeuse ». Selon Jerry, la tache de sang sur la causeuse était située à la hauteur des épaules. Elle était de la taille d'un ballon de basketball. On pouvait en déduire que cette tache faisait suite au coup de feu à la tête d'Anne-Marie. Les deux frères jetèrent la causeuse et le tapis dans une des bennes à ordures du chantier de construction dont Louis s'occupait. Jerry n'avait rien d'autre à ajouter. Quand il apprit que Jerry avait coopéré avec la police, Louis se présenta au poste flanqué de ses avocats 2 jours plus tard. Louis Capano se rétracta. Il reconnut qu'il avait obéi à l'ordre de son frère Thomas de faire vider les bennes à ordures plus tôt que prévu. Le FBI prit Thomas Capano en filature 24 heures par jour. Les agents croyaient que le présumé meurtrier essaierait peut-être de tuer ses frères pour les empêcher de témoigner contre lui. Moins d'une semaine plus tard, soit le 12 novembre 1997, l'équipe qui surveillait Thomas l'aperçut lui et son frère Joseph en train de mettre des valises dans cette Jeep. Ils prirent ensuite la route de l'aéroport. Les enquêteurs craignaient de ne pas avoir encore assez de preuves pour faire accuser Thomas Capano d'enlèvement et de meurtre. Ils savaient toutefois qu'ils devaient absolument l'empêcher de quitter la juridiction. L'agent Halpert obtint la permission de le faire arrêter pour avoir fait obstruction à la justice en contraignant ses frères à donner des faux témoignages. 17 mois après sa disparition, le présumé meurtrier d'Anne-Marie Fahey était enfin en détention. Ses 2 frères étaient prêts à témoigner contre lui.
Les agents n'avaient cependant pas encore retrouvé le corps de la victime, ni l'arme du crime. Le 12 novembre 1997, le FBI arrêta Thomas Capano, un avocat réputé du Delaware. Il était le principal suspect pour le meurtre d'Anne-Marie Fahey. Son plus jeune frère, Jerry, avait déclaré que Thomas avait jeté son corps dans l'océan Atlantique. Malgré les indications de Jerry, les enquêteurs ne parvinrent pas à retrouver le corps de la victime. L'assistant du procureur Colum Connolly avait donc encore une lourde tâche à accomplir. Quand nous ne disposons pas de corps, cela pose toujours des problèmes. Seules quelques poursuites au pays ont été remportées en l'absence du corps de la victime. Au Delaware, un seul cas avait été porté devant les tribunaux et l'accusé avait été acquitté. La seule preuve matérielle contre Thomas Capano était constituée des 2 gouttelettes de sang de Fahey trouvées dans son salon. Pendant que les enquêteurs se préparaient à un procès difficile, l'agent spécial Eric Alpert reçut des informations qui pouvaient peut-être consolider l'enquête. Quelqu'un nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé une glacière qui flottait sur la mer au cours du congé du 4 juillet 1996. Je lui ai demandé de me décrire la glacière. Il m'a alors dit que le couvercle n'était plus là et qu'elle avait été transpercée d'un projectile. Cette piste semblait fort intéressante. L'homme au bout du fil avait lu un article sur l'arrestation de Thomas Capano où il était question d'une glacière utilisée pour éliminer le corps de la victime. Mais l'article ne laissait absolument pas entendre qu'il n'y avait pas de couvercle sur la glacière, ni qu'elle avait été percée par un projectile. Alpert se rendit immédiatement à Bay City, au New Jersey, à environ 2 heures de route pour remonter cette piste. Pendant le week-end de la fête nationale, Ken Chubb pêchait à environ 10 km d'Indian River lorsqu'il aperçut une glacière qui flottait sur l'eau. Il y avait 2 trous de projectiles et des taches de sang. On était surpris de voir cette glacière toute neuve. Les trous de projectiles ne nous surprenaient pas beaucoup, ni les taches de sang. On tire souvent sur des requins par ici. Il y avait peut-être eu un requin là-dedans sur lequel on avait tiré. Chubb avait bouché les trous, remplacé le couvercle et l'avait utilisé jusqu'à ce qu'il entende parler de l'affaire Capano. Les agents constatèrent par la suite que le code-barre sous la glacière correspondait au code de celle achetée par Capano avec sa carte de crédit le 22 avril, soit 2 mois avant la disparition d'Anne-Marie. Cette glacière était très importante pour nous parce que, grâce à elle, l'équipe de la défense ne pouvait dire que Jerry Capano mentait. Elle corroborait ce que notre témoin avait déclaré bien avant qu'on ne la retrouve. Cette glacière constituait la 2e preuve matérielle. Son achat par Capano démontrait que son geste avait été prémédité. Les enquêteurs n'avaient cependant pas encore trouvé l'arme du crime. Ils examinèrent les relevés des armureries de la région pour voir si Capano ou l'un de ses proches avait acheté une arme à feu. Ces recherches leur donnèrent un bon filon. Debbie McIntyre, la maîtresse de Capano, avait acheté un Beretta de calibre 22 le 13 mai 1996, soit 6 semaines avant la disparition de Fahey. Les agents convoquèrent McIntyre à un interrogatoire. À l'entendre, elle ne voyait Thomas Capano qu'à l'occasion. Quand Connolly lui demanda si Capano possédait une arme à feu, elle le nia. Je lui ai alors demandé si elle possédait une arme elle-même. Son comportement a alors changé du tout au tout. Elle a rougi et elle est devenue très nerveuse. On pouvait voir qu'elle mentait. Elle nous a raconté cette histoire incroyable où elle disait avoir acheté une arme mais l'avoir ensuite jetée aux poubelles. Nous lui avons ensuite demandé si quelqu'un savait qu'elle avait acheté cette arme. Et elle nous a répondu, oui, une seule, Thomas Capano. Connolly informa McIntyre qu'en fournissant cette arme à Capano, elle avait commis un crime. Suite à la recommandation de son avocat, elle reconnut que Capano lui avait demandé d'acheter cette arme pour lui.
Le procès débuta le 26 octobre 1998. Dès le début des procédures, Capano surprit la partie du procureur en reconnaissant qu'il s'était débarrassé du corps de Fahey comme son frère l'avait déclaré. Il reconnut également avoir demandé à son frère Louis de faire vider les bennes à ordures plus tôt que prévu. À la barre des témoins, Capano donna sa propre version des événements du 27 juin 1996. Après le repas, il était rentré chez lui en compagnie d'Anne-Marie. Selon lui, ils avaient réussi à mettre un terme à leurs différends. Ils passaient de bons moments ensemble quand Debbie McIntyre fit soudainement irruption dans sa maison. McIntyre était enragée et visiblement déprimée. Elle menaça de se suicider. Anne-Marie fut tuée sur le coup. Malgré tout ce qu'il savait du monde de la justice, Capano n'avait pas appelé la police pour se protéger, lui et McIntyre. Il sortit plutôt la glacière qu'il comptait offrir en cadeau à son frère et plaça le corps à l'intérieur. Au cours du contre-interrogatoire, Connolly mentionna que Capano s'était occupé d'une affaire semblable en 1976, alors qu'il occupait le poste d'assistant du procureur du Delaware. Dans ce cas, le meurtrier avait jeté le corps de sa victime dans un ruisseau près de Delaware City. Lors du procès, Capano avait dit que le meurtrier s'en serait tiré s'il s'était débarrassé du corps dans l'Atlantique. Capano nia avoir fait cette déclaration. Selon le procureur, Capano aurait forcé Anne-Marie à venir chez lui. Elle était résolue à mettre un terme à leur liaison et Capano ne l'acceptait pas. Il s'est emparé du Beretta que McIntyre avait acheté pour lui et il a tué Fahey de sang-froid. Puis il a mis son corps dans la glacière. Vers 21h45, il est entré dans l'appartement d'Anne-Marie avec des sacs d'épicerie et un tailleur-pantalon tout neuf qu'elle ne porterait jamais. Puis il a soigneusement effacé ses traces, comme il avait prévu de le faire depuis des mois. Le 17 janvier 1999, le jury prononça son verdict. Mr. Foreman, has the jury reached a verdict? Yes, Your Honor, we have. Please rise. Sur la base du témoignage de son frère, de l'indice du sang et de la glacière retrouvée, le réputé et riche avocat Thomas Capano fut trouvé coupable de meurtre au premier degré. Nous avons redonné confiance à de nombreuses personnes dans notre système judiciaire. Ce système fonctionne. Je crois que nous avons vraiment rendu justice dans ce cas-ci. J'ai d'excellentes relations avec la famille Fahey. Et je crois qu'en plus de leur rendre justice, nous leur avons apporté un certain réconfort suite à la tragédie qu'ils ont dû traverser. Le jury alla encore plus loin. Il condamna Capano à la chambre à gaz. C'était un précédent dans l'histoire du Delaware. Jamais un accusé n'avait été trouvé coupable d'un meurtre sans qu'on ait retrouvé le corps de la victime ou l'arme du crime. Capano attend présentement son exécution. Toutes ses tentatives de se pourvoir en appel lui ont été refusées.